En 2014, seuls 17% des ultramarins ont voté aux élections européennes contre 41% en métropole. C'est dire le peu d'intérêt pour ce scrutin. Et pourtant, on va revoter pour des élections européennes. Ce sera le 26 mai prochain. Alors, trop abstrait, trop éloigné, pas assez proche des préoccupations quotidiennes. On va essayer d'y voir plus clair, de démêler le vrai du faux, d'ici en plein cœur du Parlement européen de Bruxelles. Bonsoir à tous. On va donc essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'Europe avec nos invités, les deux députés européens des Outre-mer, Younous Omarjee, bonsoir. Bonsoir. Louis-Joseph Moscour, bonsoir. Bonsoir. Maurice Ponga ne peut être avec nous pour des raisons de santé. Jonathan Thillot, vous êtes haut fonctionnaire au ministère de l'écologie. Et Gauthier Bas, cofondateur de l'agence All Continent. C'est une agence qui est basée ici à Bruxelles et qui a pour objectif de mieux communiquer sur l'Europe. Merci à vous d'être avec nous. Avant de débattre ensemble de plein de dossiers, écoutez ce que l'on pense de l'Europe à travers deux territoires d'outre-mer, la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie. Sachant que nous sommes aux Antilles, nous avons le champ sur le territoire américain, ce qui permet à l'Europe d'avoir une position stratégique sur le territoire. Donc, c'est à eux de mettre en place des moyens. Oui, elle est utile car elle permet d'avoir des subventions et des aides pour les infrastructures au niveau agricole, économique et peut-être politique. On est tellement loin et si on regarde les élus, il y a une chose qui est sûre, il y en a qui ne savent même pas c'est où la Nouvelle-Calédonie. Donc, alors on se pose la question, s'ils ne nous connaissent pas, comment voulez-vous qu'ils nous aident? C'est trop loin là-bas. C'est trop loin là-bas, l'Europe. C'est trop loin. Pour les réalités du pays, à mon sens. Hein. Nous sommes Européens avant tout. Guadeloupéens, Français, Européens. Donc pour moi, l'Europe, c'est un grand mot, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Nous bénéficions de beaucoup de fonds européens pour développer nos structures, nos infrastructures, l'école, et tous les projets et les équipements structurants que nous avons. Je pense que l'Europe, c'est indispensable de prendre en compte son existence. Hein. L'Union européenne pour la Calédonie, pour l'instant, je vois pas trop d'impact. Voilà, on voit bien que les avis sont un peu différents en fonction du statut du territoire où l'on habite, mais on verra ça plus en détail tout à l'heure. Mais une chose est sûre, l'Europe, quand on entend ces réactions, ça se limite beaucoup à c'est très loin ou alors c'est un bon compte en banque. C'est un peu un raccourci, non, de ce qu'est l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très raccourci. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que cela. Moi, ce que j'entends de ce que disent les ultramarins, c'est qu'ils peuvent se considérer à la fois européens, à la fois océaniens, à la fois dans l'océan Indien ou caribéen, et en même temps se sentir français et européens. Et nous sommes ici au Parlement européen, nous constatons chaque jour la montée de la xénophobie, les replis identitaires, et je me dis que nous sommes quand même un peu sur ce plan en avance. Ensuite, comment l'Europe est perçue? L'Europe est souvent perçue comme une puissance, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment une puissance, mais qui a très bien compris en réalité, contrairement à ce qu'on dit, l'intérêt des Outre-mer, qui sont souvent instrumentalisés au service d'un certain nombre de forces qui se trouvent ici en Europe. Et parfois, on a l'impression que les peuples des Outre-mer sont oubliés. Comment on peut changer cette image de l'Europe? L'Europe paraît très éloignée des préoccupations des gens, mais il y a des raisons à cela. D'abord, le mode de scrutin. Il faut le dire, le mode de scrutin où les citoyens ne se sentent pas représentés. Je représente l'ensemble des Outre-mer, nous sommes 3. Mais il n'y a pas d'élus en Guadeloupe, il n'y en a pas en Guyane, il n'y en a pas à Saint-Barthélemy. Et vous voyez bien que les gens ne se sentent pas représentés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a, de la part des élus, je le dis très sincèrement, pas une volonté d'accompagner. On reçoit des subventions, mais souvent, quand les choses vont très mal, c'est la faute de l'Europe. Et quand ça va bien, c'est nous-mêmes. Donc, ça pose un problème. Aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, l'Europe est dans notre quotidien.
l'Europe vit parmi nous. On va essayer d'expliquer ça au cours de l'émission. Jonathan Tolo, vous avez travaillé un moment ici au Parlement européen. Comment on peut changer l'image de l'Europe selon vous ? Effectivement, déjà pour la partie notamment des PTOM dont vous parliez tout à l'heure et vous êtes calédonien, donc vous avez entendu ce qu'on disait à Nouméa. Comme pour la Calédonie, comme pour Wallis et Futuna et la Polynésie, déjà il faut déjà parler de l'éloignement géographique. On est dans un autre hémisphère, le décalage horaire, des territoires qui sont complètement... un habitant des îles Mururoa comparé à un citoyen polonais, c'est des problématiques différentes, c'est une culture différente, une manière différente de voir les politiques publiques. Donc il y a cet éloignement aussi géographique qui est tout à fait normal. Bruxelles, c'est un mot qu'on voit à la télé pour un Calédonien. Ensuite, je pense que l'intérêt d'adresser ce souci-là, c'est de passer d'une question finalement de proximité géographique à une question de qu'est-ce que l'Europe fait pour moi, autour de moi, par exemple, des exemples concrets de ce que c'est l'Europe pour un Calédonien, pour un Tahitien, pour un Mahorais, voilà. On va aussi en parler. Younous Omarjee, vous y rajoutez. Je pense que le problème pour nous n'est pas de changer l'image de l'Europe, parce que souvent une image est accolée par rapport aussi à une réalité. Le problème pour moi, en tant que député européen, c'est de changer les politiques européennes. Et je pense que si les politiques européennes changent, si elles servent davantage les intérêts populaires, les intérêts des peuples des Outre-mer, alors l'image de l'Europe changera également. Mais l'Europe fait souvent tout ce qu'il faut pour se faire détester, bien malheureusement. Gauthier Bas, vous êtes communicant, vous avez une agence de com. Comment faire pour que, en tout cas, les gens commencent à s'intéresser autrement à l'Europe, quoi ? Alors, l'Europe fait énormément de choses. Mais l'Europe fait énormément de choses qui servent à très peu de monde, finalement. Sur 100 Européens, il y en a 50 qui n'ont jamais quitté leur pays. Alors j'imagine qu'en Outre-mer, c'est encore plus, mais déjà rien qu'en Europe, c'est déjà un chiffre très important. Il y en a que 30 qui voyagent annuellement. Essentiellement des Danois qui vont en France, des Allemands qui vont plus au sud pendant les vacances d'été. Il y en a qu'un quart qui sont capables de travailler dans une autre langue que la leur. Et il y en a un tiers, grosso modo, un tiers d'une classe d'âge qui a un diplôme d'université. Donc tout ça fait que la plupart des politiques européennes, elles s'adressent maximum à un tiers de la population. Avec ça, on gagne ni un référendum, ni on mobilise les gens. L'autre chose, c'est qu'il y a trois grands domaines. Et le budget européen, qui fait grosso modo 150 milliards d'euros par an, est divisé en 3 tiers. Un tiers, toutes ces politiques, les data, la protection des données, etc. Un gros tiers pour la politique agricole commune. Et là, il y a évidemment un chantier extrêmement important, y compris en Outre-mer. Et le 3e tiers pour la politique régionale, qui est la politique qui s'adresse c'est là où on voit à la périphérie. Le plus concret sur le terrain, ce que peut faire l'Europe. Et il y a énormément de projets qui sont financés. Alors, on n'a pas les chiffres exacts sur moi, mais c'est quelque chose que vous-même vous connaissez, ce sont des réalités que vous connaissez. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et là, il y a un intérêt pour les citoyens. D'accord. Pour les 2 eurodéputés, votre rôle, c'est pas un peu aussi d'être VRP de l'Europe, entre guillemets ? Non. On n'est pas là pour être les VRP de l'Europe. Nous sommes là pour être les défenseurs de nos populations. Il y a eu un contrat passé avec eux et nous essayons ici de défendre les intérêts des Outre-mer, les intérêts de la France et puis aussi de défendre un certain nombre de valeurs dans les politiques européennes, mais certainement pas d'être les VRP de l'Union européenne. Par contre, nous devons expliquer l'Europe, parce que l'Europe, le fonctionnement des institutions est excessivement compliqué. Et il faut donner à comprendre pour justement que les citoyens puissent s'approprier, y compris dans la critique qui est formulée contre l'Europe. On va revenir avec vous, mais alors justement, parce que, ou alors en deux petits mots. Non, je voulais dire, effectivement, je suis d'accord avec nous, nous ne sommes pas les VRP de l'Europe, nous sommes là pour défendre les intérêts de nos mandants. Il faut dire aussi que c'est la seule institution qui soit élue démocratiquement au suffrage universel direct. Donc, par conséquent, nous avons des compétences, pas suffisamment au regard de la Commission, et notre but, c'est de tout faire pour que les intérêts de nos régions
soit défendu de manière dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'agriculture ou pas. Alors justement, pour expliquer un petit peu ce désintérêt vis-à-vis de l'Europe, il y a aussi le fait que cela apparaît peut-être un peu comme une énorme usine à gaz, vous le disiez, hein, sur les structures. Alors justement, William Cromwell va nous rejoindre. Bonjour William, pour clarifier un petit peu les choses, vous nous expliquez quelles sont les différentes structures européennes. Eh bien, il y a d'abord le Parlement européen, 751 eurodéputés aujourd'hui, 705 après le Brexit. Ils votent les lois, donnent leur avis sur les accords internationaux et étudient les pétitions des citoyens eux-mêmes. Autre organe, la Commission européenne, un commissaire par pays membre pour préparer ce qui deviendra des lois quand le Parlement européen l'aura voté. Plus politique encore, le Conseil européen, réunion des chefs d'État et de gouvernement 2 fois par an en sommet pour la construction européenne au fil de l'eau. À ne pas confondre avec le Conseil de l'Union européenne, qui est une réunion de type ministériel. Les ministres des États membres, selon leur spécialité, se retrouvent plusieurs fois dans l'année, que ce soit pour l'agriculture, les finances ou l'environnement. Alors ça, ce sont donc les structures qui décident, mais elles sont soumises à un contrôle aussi. Oui, il y a plusieurs organes de contrôle, comme une Cour des comptes pour surveiller la bonne dépense des budgets européens par les États membres, une Cour de justice pour veiller à l'application du droit européen partout de la même façon. À tout cela, il faut ajouter un Conseil économique et social européen et un comité des régions qui sont 2 organes consultatifs. Et puis bien sûr, pour l'économie pure, il y a à Francfort la Banque centrale européenne qui gère la politique monétaire de l'Union et la stabilité des prix à travers toute l'Union. Merci William pour ces éclaircissements qui nous montrent bien que tout cela est très compliqué. Il y a un mot qui revient sans cesse quand on parle de l'Europe, c'est le compromis. Alors, pour s'entendre à 28, il faut faire des concessions. Peut-être d'où cette impression de tiédeur où finalement on ne prend pas des décisions parce qu'il faut se mettre d'accord. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, on a oublié un acteur qui est très influent. Mais il y en a tellement que, justement, voilà. Qui est très influent, ce sont les lobbies. Oui, alors on va en parler des lobbies. On a un chapitre consacré aux lobbies. Enfin, je vois là, concernant la pêche électrique, je me suis battu pendant plus d'1 an contre les lobbies de la pêche industrielle qui sont extrêmement puissants et qui participent à la formation des décisions. Vous allez voir, on a un chapitre consacré à ça. Et vous m'interrogez sur un peu sur le compromis, effectivement où on a l'impression que finalement rien ne se décide, où on est toujours dans le compromis, dans faire des concessions. Il faut un esprit de compromis. Je pense que Louis-Joseph est d'accord avec moi, parce qu'on travaille ici d'abord avec des députés venant de 28 pays, donc avec 28 approches différentes. Avec pas de sociologie. Vous avez une très grande diversité politique et vous n'avez pas de majorité absolue à l'intérieur du Parlement européen. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir des décisions s'il n'y a pas des accords qui transcendent l'ensemble des partis. Mais l'esprit de compromis ne doit pas être non plus l'esprit de défaite ou de compromission. Et la compromission. Et c'est là où il est. Est-ce que c'est pas ça un peu qui déconcerte les gens, en revanche? Dire, on veut plaire à tout le monde et finalement on décide pas grand-chose. Non, c'est pas évident. Mais il est certain que parfois il y a des décisions sur un certain nombre de sujets qui sont difficiles à prendre et on est forcé d'avoir un compromis. Et ce compromis pour l'ensemble des ressortissants de l'Union européenne, ça peut laisser comprendre que c'est de la compromission. Mais comme il vient de dire Younous, il n'y a pas de majorité au Parlement européen. Il n'y a jamais eu de majorité au Parlement européen. Donc, si on veut voter des règlements, on veut voter des lois, etc., il faut obligatoirement qu'on puisse s'entendre sur un certain nombre de décisions. Il faut prendre des exemples concrets. Nous avons eu une plénière la semaine dernière. Il y avait un rapport concernant l'usage disproportionné de la force, c'est-à-dire comment on gère les manifestations. Nous avons proposé, que dans la résolution, il soit mentionné les flashballs, par exemple, ou qu'il soit fait mention de manière très précise de ce qui s'est passé en France. Nous mettons tout cela en discussion. À la fin, on ressort avec un texte où il n'est pas fait mention de telles ou telles armes, par exemple, ou de tel ou tel pays, mais
il demeure une résolution très forte appelant les États à faire preuve de mesure et de respect du droit à manifester. C'est ça le compromis. D'accord, mais c'est pas simple à gérer. Ah non, ce n'est pas simple à gérer, parce que là aussi, on voulait, dans cette résolution, un petit peu mettre le doigt sur la France, quoi. Donc, on a senti bien qu'il y a des gens qui ne voulaient pas voter. Donc, il a fallu qu'on enlève la France et qu'on laisse entendre que c'est pour l'ensemble des pays, etc. Et on a fait l'explication de texte après. Et on a fait l'explication de texte après. Maintenant, ça peut être vu de manière négative, mais on peut aussi sortir un point positif de la chose. On peut le voir de manière négative en disant que ça épure le message. Nos représentants, finalement, n'ont plus le même discours lorsqu'ils arrivent ici à Bruxelles. Mais on peut aussi le voir de manière positive sur l'émulsion un peu du débat et le fait que cette diversité politique soit très, très grande. On arrive finalement à s'entendre. Et est-ce que c'est pas ça aussi le projet européen, c'est de mettre ensemble des avis et on s'oppose. Le Parlement européen est un endroit où on s'oppose beaucoup. Vous avez des positions qui sont parfois irréconciliables. Il ne peut pas y avoir de compromis avec les partis fascistes. Il ne peut pas y avoir de compromis sur les questions essentielles en matière de politique économique ou monétaire. Le compromis se réalise là où des accords sont possibles. Sur la pêche électrique, je fais une proposition, le compromis est possible. Sur le glyphosate, le compromis est possible. Mais sur d'autres questions, il se fait sans nous. D'accord. Juste au niveau de la com, il y a beaucoup à faire pour expliquer, pour simplifier tout ça, je suppose. Oui, bah si vous voulez essayer d'aller dans un restaurant avec 4 amis, vous allez voir, ça va être compliqué de choisir un restaurant. Mais alors, à 25 amis, vous avez intérêt à choisir le restaurant et à réserver avant. C'est un peu la même chose. Oui, comme pour l'addition. Il faut dire une chose qui est certaine aussi, c'est qu'en France, on n'a pas trop l'esprit du compromis. Vous voyez bien, en France, on n'a pas trop l'esprit du compromis. Donc, on est pour, on est contre. On est pour, on est contre. Voilà. Et c'est ça qui différencie. Alors aussi, concernant les institutions, cette fois, là, on est à Bruxelles, mais il y a Strasbourg. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier tout ça Oui, alors, enfin, c'est vrai que c'est un peu lourd d'être une semaine à Strasbourg, d'être une semaine, 2 semaines à Bruxelles, ce n'est pas facile. Je reconnais, même pour nous qui sommes des Outre-mer, ce n'est pas facile. Mais enfin, il faut savoir que c'est dans la Constitution, le siège du Parlement européen. C'est pour pouvoir changer, il faut obligatoirement... Ça change. Oui, enfin, si ça change, mais ça change à 28. Quoi. J'ai dit dans la Constitution, dans le traité. Mais enfin, ce sera peut-être forcément difficile parce que ça arrive de l'unanimité. Il faut se rendre compte, pour pouvoir étudier cette question, de la lourdeur un peu de la chose. On est là devant une grosse machine, finalement, de milliers de fonctionnaires et de députés aussi voilà, derrière, il y a des appareils qu'on doit aussi... Bon, en budget, ça représente beaucoup de choses, mais on est peut-être là aussi dans la recherche de consensus entre les États. Là, la France, peut-être, a négocié de cette manière-là le fait qu'un des sièges d'une des institutions soit sur son territoire. La Belgique, on a fait de même autrement. Francfort pour la BCE. Donc on est aussi dans ce consensus et dans ce compromis entre les 28 à la même table. Dans le compromis. Alors pour compliquer un petit peu encore, un peu plus les choses, les Outre-mer français n'ont pas tous le même statut. Angélique Lebouter va nous expliquer tout ça. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors Angélique, il y a 2 grosses familles. C'est quoi la différence? Il y a les RUP et les PTOM. Alors les RUP, d'abord, c'est les régions ultra-périphériques. Elles sont au nombre de 9. Il y a 6 sont françaises. La Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. À cette liste, il faut ajouter les archipels portugais des Açores et de Madère, ainsi que l'archipel espagnol des Canaries. Alors ça fait à peu près 5 millions de personnes, c'est l'équivalent de la population de l'Irlande. Et comme la République d'Irlande, ces territoires d'outre-mer, ces RUP, font partie intégrante de l'Union européenne. Le droit communautaire s'y applique avec quelques dérogations, quelques subventions supplémentaires pour combler l'éloignement du continent, une insularité, une faible population, une faible superficie aussi, et un climat et un relief parfois difficile. Alors, en tout cas, les habitants des RUP, eux, sont donc tous citoyens européens. Oui, ils sont français, ils ont donc un passeport français et un passeport européen. C'est aussi le cas des PTOM, des habitants des PTOM, les pays et territoires d'outre-mer. C'est l'autre statut des outre-mer. Ce sont les îles du Pacifique, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, c'est aussi les terres australes et antarctiques françaises. Différence avec les RUP, eux ne font pas partie intégrante de l'Union européenne, ce sont des territoires
associés. Et il y a d'autres pays d'Europe qui ont ce type de territoire de PTOM, c'est le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour encore quelques semaines. Merci Angélique, à tout à l'heure. Il y a un aspect que je trouve qui est un peu compliqué, je pense, à comprendre, c'est que malgré, il y a des statuts différents entre les territoires d'outre-mer, et pourtant tous les habitants des outre-mer, eux, sont bien européens. Bien donc, sûr. avec des droits européens. Oui. Et en revanche, ces territoires ne sont pas une porte d'entrée vers l'Europe. Mais pourquoi vous pensez toujours de cette manière, c'est-à-dire une porte d'entrée vers l'Europe? C'est-à-dire qu'ils donnent le droit de voyager en Europe, Oui, mais ce qui est le cas, puisque ceux qui vivent dans les pays et territoires d'outre-mer sont des citoyens européens. Mais c'est intéressant. Par exemple, les régions ultra-périphériques. Lors de la conférence des présidents de régions ultra-périphériques à Cayenne, le président Juncker lui-même, après que nous l'ayons interpellé ici au Parlement européen, a considéré que cette dénomination de RUP était une aberration, une monstruosité littéraire et qu'il fallait changer. Parce que nous ne sommes pas ultra-périphériques en réalité. Par définition, le cœur est là où on se trouve. Et avoir cette conception comme quoi on est à l'ultra-périphérie à la du centre, périphérie de quelque chose. Ce n'est pas vrai. Et l'Europe géographique est à l'ultra-périphérie aussi de ces enjeux. Vous avez vu la carte, vous avez vu que vous avez les deux plus grandes zones économiques exclusives pour la France concernant la pêche. Et pour l'Union européenne, il se joue là, dans les terres antarctiques australes, ainsi que dans toutes les zones de pêche, des enjeux extrêmement puissants. Donc c'est eux qui sont aussi ultra-périphériques par rapport à l'Europe. Je pense qu'il ne faudrait pas faire de différence entre... Il y a une différence juridique. Quand on dit région ultra-périphérique, c'est plus ou moins juridique. Mais puisque, bon, on a des droits... Il n'y a pas un statut qui est plus favorable que l'autre? Oui, le statut de RUP favorable. Voilà. Déjà, les subventions sont beaucoup plus importantes, les dotations sont plus importantes, les subventions sont plus importantes. Vous avez le FEDER, par exemple, vous avez des aides qui vont jusqu'à 80% en fait, de cofinancement. Alors que le FEDER, c'est beaucoup moins, c'est 20%, c'est 10%. Si on parle en termes de financement, il y a peut-être une situation plus favorable, mais lorsqu'on parle d'autres critères, on peut... En termes de citoyenneté, effectivement. En termes de citoyenneté, il n'y a pas de différence. Mais c'est une différence juridique qui est quand même très importante pour nous. Oui. La question de base était juridique, effectivement. Sans entrer dans les détails, là, l'Europe a finalement aménagé un peu son droit pour pouvoir prendre en compte les statuts dans chaque État membre. La France a décidé que ces collectivités-là auraient tel statut et tel statut. L'Europe respecte ces statuts-là en aménageant finalement son droit. Si bien, nous avons vu, par exemple, Saint-Barthélemy qui est sorti de la situation de RUP pour être allé en PTOM et inversement Mayotte qui a fait PTOM pour revenir RUP. Donc vous voyez que les États ont cette possibilité à l'intérieur. Très rapidement, finalement, plus qu'une question de statut, est-ce que ce n'est pas une question d'appartenance géographique? Par exemple, est-ce que les Antilles, finalement, ne sont pas plus proches de la Caraïbe, de l'Amérique que de l'Europe, et par exemple la Calédonie plus proche de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande? Non, en fait, me semble-t-il, ça n'a rien à voir. C'est le fait d'être français, d'être français, qui nous donne droit à être soit PTOM ou encore WIP. Mais ça n'a pas à voir avec de proximité avec d'autres États, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que pense... D'évidence. C'est une question qui nous est tous posée. Et c'est les objectifs que nous posons de double insertion. C'est-à-dire l'insertion à la fois à l'ensemble européen, à travers tout ce dont on peut bénéficier, et puis aussi l'insertion dans ces espaces géographiques. Et là, l'Union européenne favorise aussi, à travers un certain nombre de programmes, cette coopération. Et c'est cette double appartenance qu'il faut concilier. D'accord. Un Européen comme un Européen qui est à Bruxelles, mais un Européen surtout qui est dans l'océan Indien, qui est dans l'océan Pacifique, qui est inséré dans un ou dans la zone Caraïbe. Alors, en tout cas, pour la défense des spécificités des Outre-mer dans l'ensemble européen, vous êtes en principe, vous les deux députés européens, les eurodéputés les mieux placés pour le faire. Alors,
justement, on va voir quel est votre quotidien. Exemple à Strasbourg, Henri Elie et Emmanuel Gir vous ont suivi sur une journée. Le quotidien d'un député européen, à l'image ici du Martiniquais Louis-Joseph Manscour, c'est déjà une course contre la montre, entre le bureau, les diverses commissions et l'hémicycle, et une course tout court à travers les couloirs où il est si facile de se perdre. Donc nous, c'est M04 096. C'est dans cette direction. Ce jour-là, monsieur le député a une réunion de groupe. Entendez par là une réunion avec son groupe politique, en l'occurrence les socialistes et démocrates. C'est une réunion préparatoire justement au débat qui devra avoir lieu demain. Donc quelques questions importantes ont été posées, notamment sur les pesticides qui nous intéressent, mais aussi et surtout sur la protection du budget de l'Union européenne en cas de défaillance d'un État membre. Les problèmes européens, il est vrai, ne manquent pas. Ils sont souvent complexes, épineux et laborieux, comme l'explique l'autre député ultramarin, le réunionnais Younous Omarji. Les dossiers européens sont d'une très grande technicité sur des sujets très variés. L'Europe régente tout, donc il faut tout regarder pour avoir le vote qui correspond le plus à l'intérêt général. Les dossiers sont multiformes. Il faut pouvoir, bien sûr, les intégrer, s'adapter pour faire avancer la semaine. La discussion aura lieu mercredi matin ici, donc le lendemain du vote. Et lors des sessions du Parlement européen, que ce soit à Bruxelles ou ici à Strasbourg, jour après jour, c'est aussi cette image-là que l'on voit, un hémicycle presque vide. Mais où sont donc passés les députés? Explication. Vous voyez, pendant que je vous parle là et qu'on est en train de discuter avec Michel sur des dossiers, il y a un débat. On est 753 députés, européens. Quand on sait exactement quand est-ce qu'on intervient, à l'heure où on intervient. Donc dès que c'est notre heure, on descend et on intervient dans l'hémicycle. Au même instant, Louis-Joseph Manscour n'en a pas fini avec ses rendez-vous. Il est 18h. Une dizaine d'associations ultramarines alsaciennes lui ont demandé une audience pour des sujets purement locaux. Grâce aux députés d'outre-mer, d'avoir des relais au niveau de l'Europe. S'ils ont besoin, elles ont besoin des associations, d'avoir une information ou encore d'une porte d'entrée dans les administrations, nous sommes là pour pouvoir les y aider et les accompagner. Au même titre que Louis-Joseph Manscour et Younous Omarji, 751 autres députés du Parlement peuvent ainsi défendre et représenter les habitants des 27 États européens, en sachant qu'au lendemain du scrutin du 26 mai, leur nombre diminuera automatiquement avec le départ des Anglais pour cause de Brexit. Voilà, on vient juste de l'entendre dans le sujet. On dit souvent que les parlementaires ne sont pas souvent présents. Eh bien, pour contredire cette fausse idée, à noter, Younous Omarji, que vous avez été sacré en 2018 comme l'un des 18 meilleurs députés européens par le Parliament Magazine. Non. Vous êtes désigné par le Parliament Magazine, considérant que vous êtes l'un des élus les plus actifs en matière de politique régionale. C'est compliqué d'être un eurodéputé convaincu? Un eurodéputé convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas élu. Donc, il faut avoir un certain nombre de convictions pour être élu. Il faut évacuer un malentendu dès le départ. Il ne faut pas être un eurobéat pour être un eurodéputé. Vous pouvez être ici, et vous devez être ici, de mon point de vue, au Parlement européen, pour aussi exercer une action critique, une action de contestation, parce qu'il y a aujourd'hui partout en Europe et dans les Outre-mer aussi en particulier une colère contre les institutions européennes, contre les politiques européennes. Donc vous êtes un eurodéputé convaincu par les combats que vous portez. Et il y a des combats extrêmement importants à mener. Je les ai menés depuis... Mais face aux critiques, effectivement, de plus en plus nombreuses sur l'Europe, sur la... Oui, bien sûr, parce que cette Union européenne est devenue une Europe des lobbies, une Europe du fric. Elle oublie les plus faibles et c'est l'Europe des riches, finalement. Et c'est cette Europe des riches-là qu'il faut changer. Louis-Joseph Manscour, comment vous faites pour arriver à vous faire entendre? Il y a 751 eurodéputés. Comment on arrive à avoir sa voix? D'abord, il faut voir l'organisation. Nous faisons partie d'un groupe. Il y a d'abord une délégation, c'est la délégation française. Et ensuite, nous sommes dans un groupe, le groupe SED, socialistes et démocrates,
Et comme l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que seul on ne peut rien faire. Donc nous avons besoin du soutien des groupes, nous avons besoin du soutien de nos collègues pour pouvoir faire passer des messages. Je ne sais pas moi, l'exemple du glyphosate ou du chlordécone ou bien de la pêche, même si nous avons une bonne volonté, sans le soutien des autres collègues, des groupes aussi, il faut le dire, parce qu'ils sont là en train de nous accompagner, et espagnols ou portugais, eh bien, je pense que nous n'arrivions pas à faire. Donc, on a besoin du soutien des autres pour pouvoir nous accompagner. On travaille tous ensemble, tous les députés des rues. Et je dirais même que nous avons, et tu n'as pas dit, Younous, nous avons une conférence, c'est toi-même qui as Vous initié ça. réunissez régulièrement. Oui, une conférence des députés des RUP. C'est toi-même qui l'as initié, pour que nous puissions nous rencontrer une fois tous les 3 mois ou 4 mois, pour pouvoir voir un petit peu des dossiers et puis se mettre d'accord sur le point. Beaucoup moins connu du grand public, il y a aussi des gens qui sont dans les coulisses et qui ont un rôle très important, surtout quand l'Europe doit se positionner sur certains dossiers. Ce sont les lobbyistes. Alors comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Le reportage d'Angélique Lebouter et de Massimo Bulgarelli. Il ne pouvait s'installer qu'à Bruxelles pour souffler ses idées à l'oreille des décideurs européens. Le Martiniquais Gérard Bally fait partie des fondateurs d'Eurodom, chambre d'agriculture, PME, MEDEF. Son association œuvre à la demande d'organismes des départements d'outre-mer. Objectif depuis 30 ans, obtenir des bonus pour ces petits territoires situés à plusieurs milliers de kilomètres de l'Europe. La France avait beaucoup de sujets de préoccupation et les outre-mer n'étaient pas toujours au centre de ces préoccupations-là. Donc, on s'est dit, si on n'y va pas nous-mêmes, eh bien, on va peut-être manquer une occasion de se faire entendre. Et c'était grave de ne pas se faire entendre. Bananes, rhum, agriculture, pêche, ils sont une dizaine à travailler quotidiennement sur ces dossiers. Depuis 1989, ce sont plusieurs milliards d'euros qu'ils ont arrachés à Bruxelles en faveur des territoires ultramarins de l'Union européenne. Une somme faramineuse, obtenue en toute discrétion. C'est vrai que le métier du lobbying est un métier qui a un côté caché, qui fait que ça se passe derrière le rideau et tout le monde se dit c'est pas net, quoi, pas clair. On parle de pots de vin, on parle d'enveloppes secrètes pour obtenir des... Ça, ce sont des choses... C'est du cinéma. Notre vocation, notre vision du métier est une vision de transparence et de défense d'intérêts collectifs. Ces intérêts collectifs, ils les défendent ici au Parlement européen. 6 membres d'Eurodom sont accrédités pour assister aux débats, aux réunions des commissions, mais aussi pour rencontrer députés et commissaires. Mais pas question d'accepter une caméra, la transparence s'arrête aux portes de l'édifice. L'Union européenne répertorie officiellement près de 12 000 de ces lobbies. Une poignée défend tout spécifiquement, comme Eurodom, des intérêts ultramarins. Alors ces lobbyistes, apparemment, ils sont incontournables ici. À quoi ils vous servent? On peut parfois les mettre dehors. Nous avons mis dehors, par exemple, les lobbyistes de Bayer Monsanto, parce qu'ils avaient violé les règles qui s'imposent aux lobbyistes. Voilà, il y a des règles qui ont été mises en place. Il faut faire la différence entre les lobbyistes et les acteurs politiques. Eurodom joue un rôle important pour la défense des intérêts économiques de ses adhérents. Donc ils ont des positions sur un certain nombre de questions et c'est bien normal, ils défendent des intérêts particuliers. Et pour ce qui nous concerne, nous, députés européens, à la fin des fins, nous votons en fonction de ce que peut être l'intérêt général. Donc parfois, il y a une convergence de vision, et puis parfois, ce n'est pas le cas. D'accord. Il n'y a pas une très bonne image de ces lobbyistes. Vous les connaissez bien, vous, Gauthier Bas. Pourtant, ils ne sont pas systématiquement liés à des grands groupes économiques, par exemple. Non, il y a un espèce de fantasme un petit peu sur la question du lobbying, mais le lobbyiste, il existe tout d'abord parce que le député européen a besoin de lui. Le député européen, quand il arrive à Bruxelles, à Strasbourg pour débattre, il a besoin d'informations pour prendre les décisions en toute connaissance de cause. Et il a besoin d'écouter différents types de lobbies. Il y a besoin d'intérêts économiques, absolument. Mais vous avez besoin des uns comme des autres. Et c'est à vous, en tant qu'élu... Ça dépend des lobbies. Ça dépend des lobbies. Le lobby du tabac, je n'ai pas besoin du lobby du tabac. Bien sûr. D'accord, le lobby du tabac, mais vous avez peut-être besoin du lobby de l'essence pour savoir à quel prix doit être taxée l'essence dans vos régions. Et si vous les écoutez pas, vous ne pourrez pas prendre une bonne décision. Ça ne veut pas dire qu'il faut les suivre dans toutes les directions. Loin de là. Au contraire. Et il y a surtout beaucoup de lobbies qui ont des existences
un petit peu trouble. Si on vous parle de l'Institut européen de la forêt, très bien l'Institut européen de la forêt. Non, c'est les forestiers finlandais. Donc c'est des entreprises qui coupent des arbres. Donc voilà, donc c'est pas forcément une. Finalement, les grandes causes peuvent être des intérêts économiques très par exemple EDF. Oui, je le cite. Oui. On se souvient, vous avez eu des règlements où EDF est intervenu en réalité contre les Outre-mer parce qu'ils ne voulaient pas réaliser les investissements pour mettre aux normes dans les îles par rapport aux émissions d'un certain nombre de particules. Donc vous avez des lobbies. Évidemment, nous recevons leurs informations. Il y a aussi aujourd'hui la fabrication de beaucoup de fausses informations. Et c'est pourquoi nous avons besoin, nous, de moyens puissants pour pouvoir élaborer nos décisions. J'avais conduit une mission du Parlement européen à Washington. Je suis allé au Capitole. Je me suis rendu compte que les membres du Congrès avaient des cabinets de 30 collaborateurs. Donc, nous sommes un peu désarmés. Parfois, il y a une disproportion des armes entre des lobbies très influents qui rentrent dans la Commission européenne, qui font le siège du Parlement européen, qui ont leurs appuis aussi ici dans certains groupes politiques, et nous qui essayons de nous débattre dans tout ça. Ça peut être un outil comme un autre à la main du député. Foncièrement, sur leur création au début, ils étaient là pour notamment faire une représentation un peu des gens qui finalement ne seraient pas représentés à Bruxelles, la société civile, des acteurs économiques, donc, ils défendent des intérêts particuliers. Mais je pense que ça peut être aussi utilisé comme un outil pour les députés européens sur la connaissance, sur l'expertise, parce qu'ils ont une force finalement de travail sur des dossiers qui peuvent aller jusqu'à... Sur des dossiers, on les écoute, mais après le député et sa responsabilité face à ses mandants fait ensuite la part des choses sur ce qu'il reçoit comme information. Je considère qu'il y a deux sortes de lobbyistes, ceux qui sont vertueux et ceux qui ne le sont pas. Oui. Lorsque vous voyez, par exemple, concernant le glyphosate... Mais comment vous faites la différence aussi ? Comment vous... Alors ça, c'est l'industrie, l'agro-industrie, l'industrie chimique. Écoutez, quand vous voyez l'industrie, l'agro-industrie chimique, quand vous voyez bien que des gens viennent vous vendre parce que le glyphosate, vous disent obligatoirement qu'il n'y a pas de danger dans le glyphosate, etc. Alors que nous, au Parlement, nous avions dit qu'effectivement, ça représente, parce qu'il y a des experts, etc. Mais ils ont aussi des experts qui vous démontrent le contraire. Donc, si on ne fait pas attention, et c'est pour des raisons économiques, et c'est pourquoi tu disais que l'Europe, c'est l'Europe du fric. Mais c'est vrai que c'est là où on voit que, selon les moyens dont on dispose, on peut faire passer beaucoup de choses qui ne vont pas dans le sens des intérêts de nos citoyens. Alors, on va voir maintenant quelles conséquences pratiques l'Europe peut avoir sur les différents territoires ultramarins. Pour cela, Angélique Lebouter va nous rejoindre à nouveau. Alors, Angélique, faire partie de l'Union européenne, cela confère des droits à ceux qui vivent en Outre-mer. Le droit, par exemple, de circuler et de travailler dans les États membres, c'est vrai pour les RUP, c'est vrai aussi pour les PTOM, parce que ces citoyens ont un passeport français, donc européen. L'autre avantage, ce sont les subventions versées par Bruxelles et elles sont généreuses. Prenez les RUP par exemple. Elles ne représentent que 3,2% de la population française et elles recueillent tout de même 20% des FESI, les fonds européens structurels et d'investissement qui sont destinés à la France. Et entre 2014 et 2020, ces FESI pour les Outre-mer, pour les RUP, c'était tout de même 5 milliards d'euros. Alors, qui dit droit, dit devoir, et donc il n'y a pas forcément que des avantages à être européen. Exemple à Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, qui était RUP et qui a choisi de devenir PTOM en 2012, donc de passer de territoire intégré à l'Union européenne à territoire associé. Pourquoi ? Parce que les normes de Bruxelles ne convenaient pas à la collectivité. Par exemple, un appareil de radiologie qui leur avait été offert par les Américains, mais cet appareil de radiologie, il est resté au placard parce qu'il ne suivait pas les normes européennes et donc ne pas pouvoir l'utiliser, c'est bien dommage. Voilà, c'est vrai qu'il y a des contraintes imposées par l'Europe qui paraissent parfois un peu ubuesques concernant les Outre-mer, non ? Oui, et puis je vais vous parler de ce que cela apporte à l'Europe. Parce que vous avez parlé des subventions pour les régions d'outre-mer, mais il faut dire que 97% de notre ressource halieutique est pillée par les flottes bretonnes, des flottes espagnoles qui viennent dans nos eaux pêcher. Je vais vous parler également de la Guyane qui offre à l'Union européenne la possibilité, enfin à l'Union européenne, aux pays européens, la possibilité de tirer la fusée.
les Outre-mer apportent considérablement à l'Europe. Et les subventions, elles bénéficient aussi à l'ensemble des régions européennes, pas seulement à l'outre-mer. Vous avez 350 milliards d'euros pour la politique régionale, qui vont aussi pour les régions en retard de développement, à l'est de l'Europe, au sud de l'Europe. Donc il n'y a pas d'exception à cela, c'est bien normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'Union européenne, à ce point, tire les bénéfices de son avantage à avoir une présence comme ça dans le monde entier, sans que les retours pour les peuples ne soient toujours à la hauteur. Oui, je pense qu'on a trop tendance à dire ce que nous attendons de l'Europe et ce que l'Europe nous apporte aussi. Il faut le dire aussi. Mais ce que les Outre-mer aussi apportent à l'Europe. Apportent à l'Europe. Écoutez, grâce aux Outre-mer, on est la deuxième puissance. L'Europe est la deuxième puissance mondiale en espace de surface maritime. C'est important. En termes aussi d'environnement, quand on parle vraiment de la biodiversité, et si aujourd'hui 80% de la biodiversité européenne se trouve dans les Outre-mer, et l'espace aussi. Donc quand on regarde bien, grâce au centre spatial, eh bien, l'Union européenne a une implantation au cœur des Amériques. Donc c'est très important. Donc on va toujours dans ce que l'Europe nous apporte, mais il faut voir aussi le contraire. Je pense qu'il faut le dire aussi. On parlait tout à l'heure de comment les citoyens ultramarins se représentent dans leur quotidien l'Europe. Il faut savoir que je parle là pour les PTOM, notamment les PTOM du Pacifique, Tahiti, Wallis et Futuna et Tahiti. La manière dont l'Europe participe finalement dans ces territoires-là, c'est via le Fonds européen de développement, on appelle ça le FED dans le langage bruxellois. Il s'agit là d'un instrument qui est spécialement attribué à ces PTOM-là de par leur statut. Donc ils ne bénéficient pas du même statut que les RUP en océan Indien et dans les Antilles. Cet instrument-là, il offre à ces trois territoires-là, sur le programme actuel, plus de 500 millions d'euros, ce qui représente, donc la monnaie dans ces territoires-là n'est pas en euros mais en francs CFP, à peu près 60 milliards de francs CFP, donc la monnaie finalement de ces territoires français du Pacifique. Il faut se dire là que lorsqu'on rapporte ce chiffre-là à chaque Européen qui vit dans ces territoires-là, c'est absolument, c'est quand même considérable. Plusieurs projets, les initiatives, notamment en matière d'environnement, je pense à ces projets-là, peuvent se voir directement là-bas, liés aux récifs coralliens, liés à la lutte contre le changement climatique. Donc c'est cette manière-là aussi dans l'Europe participe sur ces territoires-là. Dernier point sur ce que ces territoires-là peuvent apporter aussi à l'Europe. Elle apporte bien sûr cet espace géographique qui offre du coup à l'Europe un espace maritime immense, considérable, notamment maritime, mais simplement sur les questions de biodiversité aussi, parce qu'il faut le dire, sur la biodiversité européenne, plus de la moitié de la biodiversité qui est européenne, donc des États membres de l'Union, se situe outre-mer. Se situe outre-mer, donc que ce soit les outre-mer françaises ou les outre-mer des autres États membres. Il faut se dire là que l'Europe a une carte à jouer pour le changement climatique et ce qu'on veut faire pour la planète. On a moins d'impact lorsqu'on a plus de 50% de la biodiversité et plus de 50%... on a plus d'impact lorsqu'on a plus de 50% de la biodiversité. L'Europe doit faire attention à cette richesse. Et voilà, en ça, plus, il faut derrière, aussi, le mettre dans... Derrière tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle les économies, l'économie verte, l'économie bleue. Je pense que ça, c'est très, très important aussi en termes de développement et c'est une richesse pour les Outre-mer. On va continuer, mais on va parler à nouveau du financement de l'Europe. On va voir un exemple concret. C'est en Guadeloupe, dans la commune de Bainbridge, la reconstruction de la cité scolaire avec une large participation des fonds européens et notamment la mise aux normes parasismiques à hauteur de 20 millions d'euros. Le reportage de Éric Rayapin et Bruno Pension-Villon. La cité scolaire de Bainbridge est fréquentée chaque jour par 1621 élèves. Ces bâtiments construits en 1965 sont vétustes et ne répondent plus aux normes parasismiques. Depuis 2015, la région Guadeloupe a engagé des travaux de reconstruction. Coût de l'opération, 160 millions d'euros. Dans ce montage financier, l'Union européenne prend sa part à l'opération à hauteur de 20 millions d'euros sur la partie sécurisation. Un chantier important sur lequel la Commission européenne entend communiquer pour valoriser les actions de l'Europe dans les territoires ultramarins. Au-delà des perceptions d'une Europe lointaine qui se passe là-bas à Bruxelles dans le froid, ici aujourd'hui on est là pour montrer qu'à travers ces actions, elle est
en Guadeloupe et ailleurs sur les territoires partout en Europe, dans les 276 régions de l'Europe. Cette communication, orchestrée aussi par la région, est une démarche qui rappelle le poids essentiel de l'Europe dans nos territoires et pour un établissement comme Bainbridge. Je pense qu'il est très important que les Guadeloupéens prennent conscience que sans l'Europe, il ne peut pas y avoir de développement économique. Et c'est plus d'1 milliard qui sont injectés dans l'économie sur 6 ans. Donc aujourd'hui, la Commission a cette volonté de montrer cette proximité entre les régions et les institutions. Côté travaux, le chantier avance normalement. Outre l'internat qui est déjà en service, d'autres bâtiments seront opérationnels dès la prochaine rentrée. Pour le moment, nous sommes à la phase 1, c'est-à-dire l'internat et les logements de fonction qui ont été livrés. La phase 1 va se terminer quand les bâtiments qui sont à notre droite, les 3 bâtiments de pré-bac seront livrés. La reconstruction du lycée de Bainbridge sera achevée d'ici 2023. Elle participe à la cohésion des territoires, un des axes prioritaires de l'Union européenne. On va continuer avec des exemples concrets de financements européens. Angélique Lebouter nous rejoint à nouveau. On reste très concret avec 3 projets donc, qui sont financés par l'Union européenne dans les Outre-mer. D'abord, la route la plus chère d'Europe, et elle est chez vous, Younous Omarji, à La Réunion. 1,6 milliard d'euros pour relier les communes de La Possession et de Saint-Denis dans le nord-ouest de l'île. Alors sous forme de subventions ou de prêts, 41% des fonds sortent des caisses de l'Union européenne et sans ces aides, sans ces fonds, la route s'arrêterait au-dessus de la mer à 5 km de son but. Deuxième exemple, à Mayotte, c'est un nouveau centre hospitalier qui sort de terre, 27 millions d'euros, dont plus de la moitié financé par l'Union européenne. Sans ces aides, pas d'hôpital en petite terre, un trou béant dans le système de santé mahorais et des malades, certains malades qui devraient continuer à se rendre à La Réunion pour se faire soigner à 1400 km de là donc. Et puis le dernier exemple, c'est dans le Pacifique, à Wallis et Futuna. L'Union européenne a permis une véritable révolution numérique. Le territoire a consacré l'intégralité de sa dernière enveloppe, son dernier FED, Fonds européen de développement, à Internet. Grâce à un câble qui relie Fidji à Samoa, le territoire a vu débarquer la fibre optique. Alors fini les paraboles et les connexions par satellite, place maintenant au haut débit. Merci Angélique. Est-ce qu'en tant qu'eurodéputé, vous avez un droit de regard sur ces chantiers ? D'abord, ces fonds européens, votre reportage l'a dit d'ailleurs, la région orchestre la communication. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les régions bénéficient des fonds, mais ceux qui se battent d'abord pour que ces fonds puissent arriver chez nous, ce sont les députés européens. Et nous sommes battus pour que les enveloppes pour les Outre-mer soient maintenues. Ce n'était pas facile, nous l'avons obtenu, même en augmentation. Et nous rentrons là dans le moment où notre travail en commission régie et dans la négociation qui va s'ouvrir, je serai membre de cette négociation, c'est de faire en sorte que les crédits pour les Outre-mer n'épousent pas les baisses qui vont arriver pour les autres. Mais à la fin, ce qui a été décidé ici, au Parlement européen, il est laissé ensuite à la gestion des régions, et ce sont les régions qui vont définir les projets. Par exemple, la route du littoral, ça se passe à La Réunion, mais c'est le choix du Conseil régional de La Réunion. Mais vous avez bien vu que le cofinancement de l'Europe est très important. Sans l'Union européenne, il serait très difficile de cofinancer l'ensemble des infrastructures aujourd'hui dans l'ensemble des Outre-mer, parce que l'État n'est pas non plus toujours au rendez-vous. Au niveau de l'information et de la communication, est-ce qu'on ne laisse pas tout de même plus de place aux instances locales, aux conseils régionaux et finalement, on peut aller à l'Europe. Finalement, l'Europe n'a pas de service après-vente. C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est de la politique. Hein, c'est de la politique. On laisse les présidents de région récupérer notre travail. Mais en fait, c'est pas un problème, puisqu'on ne travaille pas pour nous, on travaille, c'est pour tout le monde. Mais ce que je voudrais dire, qui me paraît aussi très important, c'est au moment où l'État et les collectivités ont moins en moins de moyens, comment dirais-je, il y a un gel maintenant des dotations depuis des années. Sans le concours de l'Europe, les infrastructures, les investissements structurants n'auraient pas pu avoir vu le jour sans justement ce soutien de l'Union européenne. À hauteur de 85%.
Jusqu'à 85%. Gauthier Ba, on vous demande, vous avez des commandes pour justement promouvoir ces chantiers européens, que ce soit en Outre-mer ou ailleurs, d'ailleurs. Mais de façon très indirecte, si vous voulez. C'est ça qui est compliqué dans les fonds régionaux, c'est que l'Europe, la Commission européenne va décider d'allouer une enveloppe, mais elle n'a pas du tout la capacité, pas du tout assez de monde qui travaille pour elle pour savoir s'il faut financer un lycée ou un aéroport. Non, c'est pas qu'elle n'a pas la capacité, c'est que l'Union européenne ne souhaite pas, et je pense que c'est bien ainsi, définir les stratégies de développement des régions. Ce n'est pas à nous, ici à Bruxelles, de dire aux Réunionnais ou de dire aux Guadeloupéens, vous devez faire ceci ou cela. Si je peux finir mon propos, elle va allouer un budget qui va cofinancer, donc ça va ajouter de l'incertitude pour la personne qui est le citoyen qui va voir que les travaux vont se faire. Et donc, elle va effectivement pas faire le service après-vente. Par contre, à l'ouverture et à l'inauguration pour couper le cordon, il y aura effectivement le président de région, le maire du coin, bien sûr, etc. Mais la Commission européenne, malheureusement, il n'y aura pas de député européen, vu que nous, on n'est pas invité. On n'est même pas invité parfois, mais enfin, c'est ça le problème. Sur la part de décision, sur la part de décision un peu de la collectivité, c'est d'autant plus vrai, si je parle un peu, parce qu'on aborde le sujet pour les RUP, là, effectivement, depuis le début de la question, mais pour les PTOM, c'est d'autant plus vrai parce que le PTOM, lui, bénéficie d'une autonomie, donc une autonomie dans la gestion de beaucoup de compétences, qui fait que l'Union européenne arrive là et lui dit bon, vous êtes autonome sur ces sujets-là, moi je vais venir simplement en support, en plus sur différentes thématiques que je cible lorsque j'attribue cette enveloppe-là. Et donc ce financement de l'Europe va se faire de cette manière-là. Vous allez définir votre politique locale, parce que vous avez la compétence en local, et je vais arriver en plus sur le financement. Par exemple, pour les PTOM, c'est donc cette enveloppe-là que j'ai dit au début de 80 milliards de francs CFP qui a été allouée à différentes politiques. Pour le Wallis et Futuna, ça a été le digital, on a parlé du câble. Pour la Polynésie française, c'est le tourisme, par exemple. Et pour la Nouvelle-Calédonie, ça a été l'insertion professionnelle. Donc les gouvernements locaux définissent leur politique et déploient leur politique, mais il faut que les citoyens le sachent aussi. Dans ces politiques-là, l'Europe n'a pas choisi chaque programme qui est appliqué à Tahiti ou à Nouméa, mais elle participe avec aux politiques qui sont déjà en place et qui sont mises en avant par les gouvernements sur place, par exemple. Si je peux terminer par ça, je suis d'accord avec ce que monsieur le député Omarjee disait au début. Le député européen est aussi à la manœuvre dans toute cette attribution des enveloppes. En ce qui concerne les PTOM, le député européen qui a en charge notamment certains PTOM, Maurice Panga, c'est notamment investi dans le fait que la Commission puisse attribuer des enveloppes spécifiques aux PTOM et que les PTOM puissent être bien prises en compte dans toutes ces enveloppes. On entend souvent une phrase qui dit « La France donnerait plus à l'Europe que ce qu'elle ne reçoit ». Et si elle était hors de l'Europe, ça ferait donc plus d'argent pour les Outre-mer. Est-ce que c'est une idée reçue ? En tout cas, c'est une idée fausse, de mon point de vue. Et je pense que si la France sortait de l'Union européenne, nous serions extrêmement pénalisés. Et les premiers pénalisés seraient les régions les plus en retard de développement. Notez tout de même que la part de cofinancement de l'État n'a cessé d'être diminuée. Lorsque j'ai rencontré, avec Louis-Joseph d'ailleurs, le président Juncker, je lui ai dit « Nous sommes mieux traités par la France depuis que l'Europe existe. Et l'Europe, finalement, conduit la France à respecter un certain nombre de ses obligations dans une série de domaines. La réalité, c'est que lorsque les fonds régionaux arrivent dans certains pays européens, vous avez souvent des entreprises françaises qui bénéficient des marchés. Donc, en réalité, lorsque vous regardez les grandes masses, je crois que c'est à l'avantage de la France, qui est pays contributeur net au budget, c'est quand même à l'avantage. Un petit mot, Louis-Joseph. Et puis j'ajouterai à ce qu'a dit Younous. Très franchement, c'est une manière très éthique de voir. Il y a un problème de solidarité. Les pays s'unissent, c'est un problème de solidarité pour faire avancer justement l'Union européenne et faire en sorte que donner un mieux-être, un mieux-vivre aux citoyens européens.
Donc, par conséquent, je pense qu'il ne faudrait pas regarder ce qu'on donne, ce qu'on leur prend, etc. En tout cas, si vous souhaitez connaître ou découvrir des exemples concrets de réalisations européennes sur vos territoires, vous pouvez consulter un site qui a été mis en ligne par le Parlement européen. Il s'appelle « Ce que l'Europe fait pour moi » et vous voyez s'afficher l'adresse de ce site. Alors on passe maintenant à un chapitre un petit peu plus politique. L'élection en mai prochain, donc le 26 mai, va connaître une évolution importante au niveau du mode de scrutin. En effet, on va voter ou plutôt revoter pour une liste unique et non plus pour des listes spécifiques en Outre-mer. William Cromwell nous rejoint à nouveau. William, alors pourquoi on change de mode de scrutin? Eh bien, vous voyez ce chiffre dernier mois. Il va s'afficher. 0,26%, le pire taux de participation à une élection européenne en Outre-mer. C'était en Guadeloupe en 2014 et une partie de l'explication de ce retour à la circonscription unique. Parce que dans les Outre-mer, plus qu'ailleurs dans le reste de la France, le vote des électeurs n'a cessé de s'étioler au fur et à mesure des scrutins européens. La France a donc décidé de régionaliser le vote en quelque sorte pour intéresser les électeurs. 8 circonscriptions ont été créées, dont une Outre-mer avec 3 sous-circonscriptions, 3 sections, Océan Atlantique, Océan Indien, Océan Pacifique. La représentation des territoires était beaucoup plus importante que le vote des électeurs lui-même. Et est-ce que ce système a bien fonctionné? Au départ, non. Non, puisque en 2004, les Outre-mer étaient représentés par 3 élus réunionnais, Margie Sudre, Jean-Claude Fruteau et Paul Vergès, tous portés par le plus gros corps électoral des Outre-mer, celui de la Réunion, avec ses 700 000 électeurs. Il a donc fallu trouver un moyen pour que les 3 régions, 3 océans soient représentés. Et de l'aveu même de la ministre de l'Outre-mer de l'époque, c'était une monstruosité électorale. Mais bon, 4 pays européens élisent encore leurs eurodéputés sur des circonscriptions différenciées. L'Italie, l'Irlande, la Pologne, qui a jusqu'à 14 circonscriptions. La Belgique, elle, distingue 3 collèges électoraux en fonction de la langue. Vous avez un collège néerlandophone, un collège francophone et un collège germanophone. Et donc, pour cette fois, on en revient à la case départ et on en revient à une circonscription unique. Une circonscription unique avec des listes nationales où tous les territoires devront être représentés. Ça a fonctionné puisque le Martiniquais Jean-José Clément, le Calédonien Dick Ukewé, le Réunionnais Paul Vergès et la Guyanaise Christiane Taubira ont été élus sur des listes nationales. Du coup, pour être réélu, Younous Omarjee, vous serez où, vous, sur la liste La France Insoumise? Je suis le 2e homme sur la liste de la France Insoumise. Donc je pense que je serai réélu. Mais il est très important que les ultramarins votent pour moi, parce que j'aurai plus de force dans le Parlement européen. Et il est important qu'ils participent à l'élection. Vous êtes déjà en campagne, donc. Je suis en campagne. Je suis en campagne sur l'ensemble du territoire national, parce que comme je suis en position haute, cela m'oblige. Vous irez quand même dans les Outre-mer? Je ferai une campagne Outre-mer et j'expliquerai aux ultramarins que je suis au travail depuis le premier jour de mon mandat et que le meilleur moyen de poursuivre des combats, c'est que je reste ici au Parlement. Louis-Joseph Moscour, vous vous représentez, vous? Alors, non, je ne me représente pas. D'ailleurs, je quitte la vie politique en tant qu'élu. Mais ce que je voudrais dire, indépendamment de la position de Younous, je pense qu'il a fait du bon travail. Le problème n'est pas là. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on laisse à la merci des partis politiques le choix, le positionnement des candidats sur une liste. On peut avoir 5 Outre-mer. Oui, pourquoi pas. Oui, si tout le monde était comme la France Insoumise, mais oui. on risque de ne pas en avoir du tout aussi. Oui, vous êtes au 4e position, donc vous avez des chances d'être élu. Non, mais il y a d'autres partis qui vont mettre parce que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise... Oui, mais parce que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise l'ont voulu. Non, mais je termine en disant, oui, je suis très content pour toi, mais dans la réalité, c'est dommage que pour des raisons politiciennes, et je le dis bien, on puisse rien n'empêche le Parti socialiste ou les Républicains ou la République en marche, et j'espère que ce sera le cas, de positionner des ultramarins en position très haute, de sorte que demain, je me retrouve entouré de nombreux élus. En fait, la question de la liste unique, que pose la question de la liste unique, c'est qui
pour défendre les Outre-mer demain. Non, mais tout le monde défend les Outre-mer. Oui, mais on aime mieux défendu qu'on pense soi-même. Tu sais bien, il faut que tu sois là, que tu ne sois pas là. Voilà. D'accord, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, je dis et je répète, pour des raisons politiciennes, parce que ce gouvernement n'a pas de base territoriale, donc il a décidé de faire en sorte que ça soit une liste unique. Mais vous allez voir, ça va encore, le taux de participation sera encore moindre. Je suis presque sûr. Je ne suis pas ça. Ah, tu passes certain, tu verras. Est-ce que ce n'est pas un risque dans les Outre-mer et notamment dans le Pacifique? Non, parce que je pense que ce sera une campagne très politique et qui poussera peut-être les électeurs à prendre part... Contre le populisme, avant tout? Contre le populisme, contre le racisme, la xénophobie, contre les politiques du président Macron. Donc, il y aura sans doute un enjeu politique plus fort qui fera que les gens iront voter. C'est le premier scrutin après l'élection présidentielle. Donc, le premier scrutin où il est possible d'exprimer son mécontentement et après les événements qu'on a connus contre le gouvernement, le président de la République. Effectivement, on va regarder de près l'aspect politique de cette élection. Effectivement, c'est bien sur l'histoire d'amour entre les ultramarins et l'Europe. Un peu, effectivement, on ne peut pas caractériser une histoire d'amour. Les taux de participation, notamment dans le Pacifique, sont aussi similaires à 17%. On a Wallis et Futuna qui a un taux de participation à 50%. Oui, à Wallis vote toujours beaucoup, par contre, mais à toutes les élections. Voilà, à toutes les élections. Il y a d'autres paramètres là qui entrent en jeu. Simplement effectivement, c'est une perte pour la représentativité des Outre-mer. Je pense que pour ceux qui le comprennent, dans nos territoires, effectivement, c'est un pas un peu en arrière sur la représentativité. C'est à la discrétion des partis. Donc les partis, notamment les représentations locales des partis, doivent aussi se battre. C'est leur rôle de faire remonter un peu ces choses-là pour que les listes s'aménagent de telle ou telle manière. Simplement sur la représentation, effectivement, le message que je veux passer, c'est aller voter parce que cette Europe-là qui protège et qui subventionne et qui elle est aussi comment on va dire ça, elle est à côté de vous. Elle est à côté de vous, notamment par ce vote-là, le vote qu'on vous offre pour vous faire représenter à Bruxelles, que ce soit un élu breton ou un élu de Maurois. Eh bien, parfait, Jonathan Tolo, vous avez déjà donc conclu. Voilà. En un mot, chacun, dites-moi pourquoi l'Europe c'est important et pourquoi il faut aller voter le 26 mai prochain. Il y a un sujet qu'on a assez peu abordé, c'est le climat. Et l'Europe est en pointe, malgré tous ses défauts, malgré tous les lobbies qui circulent. Il y a quand même une politique environnementale qui est plus en avance qu'au niveau français, qu'au niveau de plein de pays. C'est un enjeu, évidemment, pour tous les métropolitains, pour tous les ultramarins, probablement encore plus. Et s'il n'y a pas des députés qui vont porter ces thématiques-là, des députés qui sont bien choisis, qui le mettent dans leur programme, alors on a vraiment de quoi s'inquiéter. Louis-Joseph Monscour. Eh bien, il faut aller voter parce que l'Europe est une opportunité. Une opportunité de faire ce que les États et les collectivités ne peuvent pas faire en ce moment. C'est aussi une opportunité parce que ça permet de mettre un ferment entre les Outre-mer et l'ensemble de l'Union européenne. Et surtout, ce qui me paraît très important, c'est une possibilité d'épanouissement culturel à travers l'Erasmus et tout le reste. Donc, par conséquent, il faut qu'on aille voter. Et Younous Omarjee ? Oui, il faut aller voter d'abord pour ne pas laisser les autres décider à votre place. Donc, aller voter, c'est extrêmement important. Pour les élections européennes, parce que beaucoup de choses se jouent aujourd'hui en Europe et en particulier au Parlement européen. Donc l'avenir de nos Outre-mer se joue aussi ici. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis où vous soyez à travers le monde. Et merci au Parlement européen de nous avoir accueillis pour cette émission. Au revoir.